Les lois qui régissent les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale laissent aux organisations le soin de définir leurs procédures d'assemblée. Techniquement, il pourrait donc y avoir autant de codes de procédure qu'il y a d'organisations. Au Québec, il existe plusieurs codes de procédure. Il y a entre autres le Code Bellan, qui a été conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des coopératives, le Code L'Espérance, qui a été conçu par le Secrétariat général de l'Université de Montréal, et le Code CSN, qui a été adapté pour le monde syndical. Chacun de ces codes s'inspire des procédures et du système de propositions et d'amendements que l'on retrouve dans le Code Morin, qui est sans doute le plus utilisé dans les organisations de l'action communautaire et de l'économie sociale. Ces différents codes de procédure ont pour principal objectif de permettre aux assemblées générales de délibérer de manière démocratique et structurée. Le système de propositions et d'amendements peut toutefois paraître complexe pour les non-initiés. Il importe donc d'en démystifier le fonctionnement afin de favoriser la participation des membres à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est appelée à se prononcer sur les différentes questions qui sont à l'ordre du jour. Les membres étudient et votent sur des propositions qui sont présentées et appuyées par leurs pairs. Lorsqu'une proposition est dûment adoptée par les membres, elle devient une résolution et se voit reconnue comme étant la position officielle de l'Assemblée générale. Afin de formuler une proposition, on doit d'abord obtenir du président le droit de prendre la parole. On doit ensuite exposer le plus succinctement possible la proposition que l'on souhaite soumettre à l'Assemblée. Si le président juge la proposition recevable et qu'elle est appuyée par un autre membre de l'Assemblée, elle devient dès lors la question à l'étude et il appartient à l'Assemblée d'en disposer. À moins qu'il s'agisse d'une question de routine, notons qu'un membre de l'Assemblée peut demander que la proposition soit mise par écrit. Une proposition qui ne reçoit pas l'appui d'un autre membre de l'Assemblée est généralement abandonnée. Dans les codes de procédure, il peut toutefois y avoir des propositions qui n'ont pas besoin d'être appuyées pour être reçues par l'Assemblée. Le Code Morin, par exemple, en identifie 6. L'ordre du jour spécialement fixé, la proposition de passer à l'étude des points à l'ordre du jour, le rappel à l'ordre, l'objection à l'étude d'une question, la mise en nomination d'un candidat à l'élection ou un choix d'un lieu de réunion, l'invocation d'une question de privilège qui est utilisée lorsqu'un membre estime que ses droits ont été lésés. S'il ne l'a pas déjà fait au moment de déposer sa proposition, on peut accorder quelques minutes au proposeur pour qu'il en explique la pertinence à l'Assemblée. Une fois sa présentation terminée, on laisse place aux discussions. La discussion ou le débat constitue un moment crucial du processus de délibération. Le président d'Assemblée invite les membres à réagir à la proposition qui leur est soumise. Lors des discussions ou des débats, les membres de l'Assemblée peuvent commenter ou questionner la proposition qui leur est soumise. Afin d'assurer le bon déroulement des discussions, les codes de procédure prévoient généralement un certain décorum qui encadre la prise de parole des membres. Par exemple, dans le Code Morin, les membres doivent attendre que le président leur accorde le droit de parole avant de s'adresser à l'Assemblée. Afin d'éviter les commentaires personnels, on demande à ce qu'ils adressent leurs commentaires et leurs questions au président plutôt qu'à la personne intéressée. Les membres ne peuvent généralement prendre la parole plus d'une fois pour se prononcer sur une question particulière, sauf s'ils en font formellement la demande et que l'Assemblée accepte unanimement qu'ils le fassent. Dans certains cas, on peut juger que le décorum nuit au bon déroulement des discussions. Afin de remédier à la situation, les membres peuvent adopter une résolution afin de suspendre les règles de procédure ou encore étudier la proposition en comité plénier. Le comité plénier regroupe tous les membres de l'Assemblée qui peuvent, pendant une période de temps déterminée, discuter plus librement de la question qui leur est soumise. La session du comité plénier prend fin lorsque le temps qui y était dévolu est échu ou lorsqu'il n'y a plus d'intervenant qui veut prendre la parole. Une fois terminée, l'Assemblée peut reprendre ses travaux et procéder à l'adoption de la proposition ou encore la modifier en adoptant des amendements ou des sous-amendements. Le système de proposition et d'amendement du Code Morin prévoit que toute proposition peut être amendée par l'Assemblée et que tout amendement peut faire l'objet de sous-amendements. Par exemple, Madame Untel peut proposer que l'organisation écrive une lettre au ministère pour se plaindre. Comme nous le voyons, il est possible d'amender la proposition pour remplacer l'expression « se plaindre » afin qu'elle se lise comme suit. Il est proposé que l'organisation écrive une lettre au ministère pour lui faire part de nos préoccupations quant à la décision qu'il a prise dans notre dossier.
L'amendement est une proposition qui vise à modifier le texte de la proposition principale en ajoutant ou en supprimant certains éléments pour bonifier ou nuancer sa signification. Bien qu'il puisse passablement modifier le sens de la proposition principale, l'amendement ne devrait pas aboutir à une contradiction ou à une négation de celle-ci. Si un membre s'oppose à la proposition principale et qu'il souhaite émettre une contre-proposition, il ne devrait pas procéder par amendement. Il devrait plutôt profiter de la période de discussion pour inviter l'Assemblée à voter contre la proposition à l'étude et présenter la contre-proposition qu'il compte soumettre à sa place. Cette façon de procéder est plus directe et évite la complexification inutile des débats. Avant son adoption, l'amendement peut faire l'objet d'une proposition de sous-amendement. Le sous-amendement doit porter exclusivement sur l'amendement qui est à l'étude. Il ne saurait donc se rapporter à un élément qui est contenu dans la proposition d'origine. Par exemple, le sous-amendement proposé par Mme Gitien consiste à insérer l'expression « et de notre déception » entre les mots « préoccupation » et « quand » que l'on retrouve dans la proposition d'amendement. Il est à noter qu'on ne tolère généralement pas de sous-amendement, c'est-à-dire que la proposition de sous-amendement ne peut elle-même être amendée. Elle doit être acceptée ou rejetée par l'Assemblée. Avant de pouvoir voter sur la proposition principale, l'Assemblée doit d'abord, s'il y a lieu, se prononcer sur les propositions de sous-amendement et d'amendement qui s'y rapportent. Par exemple, ici, l'Assemblée est appelée à voter 3 fois, d'abord pour le sous-amendement, ensuite sur l'amendement modifié et finalement sur la proposition principale qui comprend l'amendement et le sous-amendement qui ont été adoptés par l'Assemblée. En supposant que le sous-amendement et l'amendement soient adoptés, la proposition à adopter se lirait donc comme suit. Il est proposé que l'organisation écrive une lettre au ministère pour lui faire part de nos préoccupations et de notre déception quant à la décision qu'il a prise dans notre dossier. Les votes se font généralement à main levée, mais les codes de procédure en vigueur dans les différentes organisations peuvent stipuler autrement. Les codes de procédure doivent également prescrire des modalités qui permettent aux membres de demander la tenue d'un vote par scrutin secret. À titre d'exemple, le Code Morin prévoit qu'une proposition en vue de changer le mode de votation doit provenir d'au moins 5 membres et être adoptée par la majorité de l'Assemblée. Règle générale, les décisions de l'Assemblée se règlent par vote majoritaire. Toutefois, les codes de procédure peuvent exiger que certaines propositions fassent l'objet d'une majorité spéciale et recueillent le 2/3 des voix pour être valides. Le Code Morin prévoit par exemple qu'il faut une majorité spéciale pour l'amendement ou la suspension des règles ou des procédures d'Assemblée. Il en va de même pour l'ajout d'un point à l'ordre du jour ou la modification de l'ordre du jour qui a été adopté par l'Assemblée. La majorité spéciale est également requise afin d'adopter une proposition de vote sur la question préalable ou une proposition qui vise à limiter les débats sur une question donnée. Notons que les lois constitutives qui régissent les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale peuvent obliger l'organisation à obtenir une majorité spéciale du 2/3 et même parfois du 3/4 des membres présents pour traiter de certaines questions. Par exemple, la modification des règlements généraux qui touchent aux lettres patentes de l'organisation, l'adoption de règlements autorisant et délimitant le pouvoir du conseil d'administration à faire des emprunts, à émettre des obligations, à hypothéquer les biens ou à gréver d'une charge les biens de la compagnie, l'adoption de règlements de fusion entre différentes organisations, l'adoption de règlements de continuation. Il importe de souligner que vos règlements et procédures ne peuvent contrevenir à la loi. On vous invite donc à consulter les lois qui s'appliquent à votre organisation pour vous assurer que vos façons de faire sont conformes. Pour en savoir davantage sur le cadre légal qui encadre les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale, ou encore sur le déroulement des assemblées générales, consultez les vidéos-capsules de Formation en bref qui portent sur ces sujets. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.